Bouge-toi. Le coffre, j'ai pas les clés. Le coffre, j'ai pas les clés. Ouvre. J'ai pas les clés. Ouvre. Toi, lâche ce gosse. Lève-toi. L'argent dans le sac. Dépêche. Les autres pièces. À terre. Bouge pas. À genoux. À genoux. Allez, on y va. Mais votre argent! Vous allez me tuer? Vous allez me tuer? Voilà, là-bas, c'est moi qui rentre dans le Deleuze. Il y a de ça 16 ans, le 27 septembre 85. Et ça me rappelle des mauvais souvenirs. J'ai eu comme mon père m'a dit, ça a été tellement vite, il m'a dit couche-toi comment sur le côté. Et lui, il s'est couché sur moi. Et j'ai comme une douleur, comment avant de me coucher, j'ai eu le temps de regarder la personne qui tirait. Et j'ai vu son regard et puis je me suis couché. Et là j'ai senti une douleur vraiment très profonde dans mon côté droit et comme si il y avait un gouffre qui se faisait à l'intérieur, un mal inexplicable. Est-ce que vous avez bien vu l'homme qui vous a tiré dessus? Je crois que je m'en souviendrai toujours. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est son regard, comment tellement fort, comme ça, très expressif, très noir, un regard, je sais pas comment expliquer, très, très dur comme ça. J'espère qu'un jour, qu'on saura dire qui a fait ces crimes-là, si crapuleux, et pour que mon père ne soit pas mort pour rien et toutes les autres victimes. Une demi-heure plus tard, à quelques kilomètres de là, les tueurs attaquent le Deleuze d'Overijse. Dès leur arrivée sur le parking, ils tuent un homme et un enfant de 12 ans. Dans le magasin, ils tuent encore une caissière et un client. Puis ils s'emparent d'un coffre avec la recette, ce sera leur plus gros butin. Les tueurs, toujours masqués, achèvent leur carnage sur le parking où ils abattent une 5e victime. Un mois plus tard, Deleuze d'Alost, novembre 1985, les tueurs font 8 morts. Je me suis retourné alors que je m'enfuyais. J'ai vu un homme. Je ne sais pas si son visage était masqué par un bas nylon ou par une cagoule. Il tirait sur tout ce qui bougeait. Par exemple, un panneau qui a bougé avec le vent. Puis la police est arrivée. Ils m'ont demandé ce qui se passait. Et je leur ai dit, ils sont là, derrière le coin. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Quelques mois après la dernière attaque d'Alost, les armes des tueurs et divers objets sont retrouvés dans le canal Charleroi-Bruxelles à Ronquière. Ces indices permettront de reconstituer le palmarès des tueurs, une vingtaine de vols et de hold-up sanglants qui en 3 ans auront fait 28 morts. Pourquoi?
Au soir même de leur dernier forfait, les tueurs ont-ils choisi de se débarrasser d'une partie de leurs armes, signant ainsi tous leurs crimes. René Aquin, journaliste au soir, m'emmène au bord du canal, à Ronquières. Il était environ 1 h du matin, le chemin n'existait pas encore. Ici à gauche, il y avait une baraque à frites dans laquelle dormait le propriétaire qui avait été cambriolé quelquefois. Et il a vu des voitures arriver qui se sont mis coffre face au canal et tourné vers la direction pour repartir. Et c'est ici qu'on a vu qu'on jetait des sacs dans lesquels on a retrouvé 1 an plus tard les armes des tueries. À cet endroit-là, là. Ici. Voilà les recherches. La barque, le canot, et puis la découverte d'un premier sac de plastique. Le sac en plastique. Hein. Voilà. Il y en Non, a alors, plusieurs. Donc on a cette maison à 80 mètres à peu près. Oui. Hein. Oui. On a la baraque de frites qui se trouvait là. Donc ce qui vous fait Il dire... était environ 00h30, 1 h du matin. Enfin, ce qui vous fait dire qu'ils n'ont pas vraiment cherché à se planquer, quoi. Alors, apparemment non, ils pouvaient aller à 1 kilomètre d'ici, il n'y avait pas de maison en face. Ici, il y a quand même quelques habitations. C'est un endroit connu, le Grand Large, bon, c'est un rendez-vous de petits bateaux. Et voilà, on les a aperçus d'en face, on les a aperçus ici derrière. Si les tueurs avaient voulu qu'on retrouve les armes, au fond, ils n'auraient pas fait autrement, quoi. Et c'est l'impression qu'on en a. C'est comme si une bande disait, voilà, on dépose les armes et on vous le montre, et on vous le dit. Et en C'est plus, à peu près ça. dans nos sacs, on met des armes qui Alors, permettent de relier entre eux. Alors il y avait toutes les tous les armes attentats. qui reliaient tous les attentats entre eux. Et Il y les avait assassinats. en plus un petit coffre-fort qui était le coffre-fort du Deleuze d'Alost qu'on a planqué ici et dans lequel on a retrouvé une partie du butin. Il n'avait pas été ouvert. Mais en tout cas, on est certain qu'ici se trouvaient toutes les armes en petits morceaux. Alors qu'est-ce que c'est? Les tueries du Brabant. C'est une signature? C'est un message qu'on adresse aux autorités? Bien, moi je l'ai un peu décollé comme étant, encore une fois, un acte de provocation des auteurs en disant on est plus fort que les flics, même si on leur donne quelques éléments, ils ne le trouveront pas. Ah ouais. Une ultime provocation. Ouais. Une ultime confrontation pour dire il y a un groupe dans le pays qui est plus fort que les polices traditionnelles. 28 morts sont attribués à ceux qu'on a appelés les tueurs fous du Brabant wallon, comme si la folie pouvait expliquer l'inexplicable. 28 personnes assassinées avec une sauvagerie inouïe. 28 assassinats qui ont terrorisé les Belges et aujourd'hui encore les hantent. Mais 15 ans après les derniers faits, on ne connaît toujours pas l'identité de ces tueurs, ni même leur mobile. La vérité sur cette tuerie se trouve peut-être dans une officine secrète. Monsieur X est un ancien des services de renseignement qui connaît de nombreux dossiers. Parfois, il accepte de m'aider dans mes enquêtes. Il ne dit que ce qu'il veut bien dire, à moi de décoder. Monsieur X, est-ce que les services secrets ont été mêlés à cette affaire des tueurs du Brabant? Certainement. Mais quel rôle ont-ils joué, là? Bah écoutez, en ce temps-là, la Belgique était sans dessus-dessous et il y avait bien sûr la guerre des polices, il y avait les différents services de sécurité qui étaient infiltrés et puis il y avait les attentats, il y avait la corruption. Puis il y avait les tueries elles-mêmes. C'est vrai qu'à ce moment-là, la Belgique était complètement déboussolée. Alors ceux qui manipulaient les tueurs fous du Brabant en ont profité et puis j'étais à peu près certain que toute enquête n'aboutirait pas. Vous dites les gens qui manipulaient les tueurs du Brabant, alors, il y avait un cerveau derrière? Ça me paraît évident, puisque les armes qui ont servi à toutes ces tueries étaient les mêmes, alors que les équipes qui étaient sur place étaient différentes. Ce cerveau, c'était un distributeur d'armes? Oui, je le pense. Et où faut-il le chercher alors? Dans les services secrets? Attendez. Les fameux magasins qui ont été particulièrement gâtés, si je peux dire, les fameux magasins Deleuze, les supermarchés ont été attaqués plusieurs fois. Alors peut-être faudrait-il penser à une sorte de raquette. C'est-à-dire je tue vos clients jusqu'à temps que vous payiez, c'est ça? C'est ça, puis quand les tueries s'arrêtent, ça veut dire que Deleuze a payé. Vous y croyez? Non. Je ne crois pas, mais peut-être faut-il chercher dans ce prétendu racket autre chose. Un rideau de fumée? Oui, de véritables truands ont certainement été employés. Mais vous verrez au fur et à mesure de votre enquête que peut-être certaines pistes n'ont pas été exploitées. Bonsoir. En 1983, la justice nivelloise s'est ruée sur la piste des Borins. Les terribles Borins sont en réalité une bande de petits délinquants, connus surtout pour des escroqueries et des vols sans utilisation d'armes. Arrêtés, libérés, réarrêtés,
les Borins seront pendant des années au centre d'une pénible mascarade judiciaire. En point de mire, Michel Cocu, un Borin ex-policier communal dont un expert affirmait que son arme, un Ruger 38, avait servi dans les attaques du Delez de Genneval et au Colreuil de Halle. Aujourd'hui, Michel Cocu, le chef des Borins, a été acquitté. Il est libre. Son avocat, Maître Mourman, a promis d'organiser une rencontre discrète avec son client. Je voudrais lui demander pourquoi les enquêteurs continuent à le soupçonner malgré son acquittement. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Heureux de vous rencontrer. Très bien. Alors nous allons voir Monsieur Cocu. Non, ce sera difficile. Monsieur Cocu, que j'ai eu à 2 reprises par téléphone aujourd'hui, ne souhaite plus être mis en avant dans cette affaire. C'est un refus définitif ou j'ai peut-être moyen quand même de... Mais si vous voulez, je peux essayer de l'appeler en votre présence. Volontiers, je oui. Je ne promets rien, mais je vais essayer. J'ai son numéro. Oui, Monsieur Cocu. Jean-Paul Mourman à l'appareil. Je me suis déjà permis de vous appeler dans les journées précédentes afin de savoir si vous accepteriez un entretien télévisé à propos des affaires qui vous ont concerné. Vous ne le souhaitez pas, vous ne le souhaitez toujours pas. Ben oui, vous êtes chômeur, je le sais. Vous n'avez toujours pas été indemnisé, vous avez fait 5 ans de prison inutilement. Voulez-vous que je vous passe un des journalistes pour que, éventuellement, non? Vous ne le souhaitez pas. Vous souhaitez vivre en paix. D'accord. Voilà. N'insiste pas. Merci. À bientôt. Au revoir. Oui, il a peur donc... Ben, c'est un homme blessé. Il ne veut pas que ça recommence. Vous savez, dans les grands magasins, lorsqu'ils se promènent, on dit, ça, c'est le chef des tueurs fous. À la cellule de Jumet en particulier, certains enquêteurs continuent à croire qu'il était vraiment dans le coup des tueurs fous. Ben, il a été acquitté. Donc, je ne vois pas pourquoi on embête ce monsieur. Je suis, moi, très triste de l'obstination de certains enquêteurs dans des pistes totalement inutiles. Par exemple, pourquoi est-ce que des magistrats se sont amusés à dévoyer l'enquête? C'est-à-dire? Mais à une certaine époque, je vais le dire, c'est un secret pour personne, ça a pesé très lourd dans le procès. Il est apparu à l'opinion publique belge qu'un rapport d'expertise qui écartait totalement l'utilisation de l'arme de mon client de cette affaire a été écarté pendant 6 mois, sciemment du dossier. Sciemment, vous pensez? Sciemment. Je pense donc qu'il ne faut pas voir le complot partout, mais peut-être que des magistrats ont eu peur, voyant cette piste s'effondrer, eu peur d'être face à l'opinion publique en disant « nous n'avons pas de solution ». Et donc je crois qu'il y a eu un acharnement sur la filière boraine que je pourrais encore mettre entre guillemets de bonne foi. Entre guillemets. Oui, parce qu'il a avoué quand même. Ah, mais il n'a pas avoué une fois, il a avoué 28 fois. 28 fois? Oui, je pense qu'il y a 28 interrogatoires avec aveu. Mais quand Cocu avoue alors, est-ce qu'il se contente de répéter ce qu'on lui a soufflé, par exemple? Mais écoutez, ça peut paraître énorme, mais je serais tenté de vous dire oui. C'est beaucoup plus confortable d'enquiquiner Michel Cocu et consorts que de commencer à faire une enquête au sein de l'état-major de la gendarmerie. Donc vous voulez dire, en particulier en ce qui concerne la gendarmerie, qu'on n'a pas vraiment enquêté? Mais je crois que la gendarmerie est un corps d'élite, où se trouvent des gendarmes d'élite, des gens honnêtes, et qu'à certains moments, certains membres de ce corps d'élite ont dérapé, ça je le pense sincèrement, mais c'est mon opinion, et je n'ai pas à mettre de nom. Je pense que certaines personnes mises en présence de pistes inconfortables n'ont pas eu le dash de les exploiter. Alors je trouve qu'il est un peu simple de toujours revenir sur une bande de pauvres types, des voleurs de poules, parce que je vous l'ai dit, ce ne sont pas des gens dont le casier judiciaire est vierge, ce sont des voleurs de poules. Alors, des voleurs de poules sont-ils capables depuis 20 ans de tenir la justice belge? En émoi. Michel Cocu et les Borins auraient-ils donc été des boucs émissaires? Le procureur Deprêtre est l'homme qui a accrédité la thèse du simple banditisme. Je pense que le mobile, c'est l'argent. Je vous répète, ce sont des prédateurs. Monsieur Pénaud. Monsieur le procureur, Ça bonjour. va? Ça va, ça va. Venez dans mon bureau. On dit même que ce procureur aurait refusé d'envisager les pistes politiques. Il a été dessaisi du dossier. Cette violence extrême, ça vous a surpris? Oui, n'étions pas habitués à ça. Principalement dans le Brabant.
Le Dans le Brabant wallon. Le Brabant wallon qui est une région non seulement paisible mais riche, non? Madame, qui est une région traditionnellement paisible, c'est une terre d'accueil, c'est un arrondissement riche. Ah, c'est peut-être pas un hasard, Le alors. plus riche du pays, tout au moins de la partie francophone. Ah non, ce n'est pas... Je ne pense pas que ce soit un hasard. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. D'accord. Voilà, entrer dans une enquête comme celle-là, qui a profondément traumatisé l'opinion publique, quand on ne trouve pas rapidement, on interprète, on fait des amalgames, et on imagine tout et n'importe quoi. J'ai jamais fait la moindre thèse, mais mon hypothèse était que c'était du grand banditisme. J'ai toujours dit, dès le début d'enquête, à tous les juges d'instruction qui se sont succédés, qu'il fallait fouiller, indaguer dans toutes les directions. Et pas seulement Même, le grand banditisme. Pas seulement le grand banditisme, dans toutes les directions, même celles qui au fil du temps sont apparues comme, disons, les moins vraisemblables, et notamment parmi elles, il y en a eu plusieurs, la piste dite de l'extrême droite. On a dit que le mobile était dérisoire. Au colonel de Nivelles, on a dit et redit qu'on ne tue pas 3 personnes, dont un gendarme, pour quelques kilos de café. Ouais. C'était faux. Au colonel de Nivelles, on a volé des marchandises pour environ 30 000 francs. C'est-à-dire à peu près 5 000 francs français. Oui. Oui. Parce que Bon, 5 000 alors, francs, 3 morts, c'est quand même, il y a une disproportion, là, si Oui. vous me permettez. Oui, sans doute. Enfin, les faits sont là. J'attends André Rogue. Ce détective privé est un spécialiste reconnu de la contrefaçon. Il est aussi l'auteur d'un livre à succès sur les récents scandales belges. Il connaît bien le milieu des truands, et pour cause, autrefois, il a lui-même été condamné pour cambriolage. Au téléphone, vous m'avez dit que vous possédiez des documents. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est chez moi. Je les ai préparés à votre intention. Et d'habitude, alors Et d'habitude, ils sont planqués. Ils sont même pas en Belgique. On va les voir. On peut aller les voir, oui. ça vous D'accord. plaît. Prends la voiture, elle est devant l'hôtel. En chemin, Rogue me demande de nous arrêter dans le bois de la Houssière, à 2 km seulement du canal, où les tueurs se sont débarrassés de leurs armes. Les bois de la Houssière servaient non seulement aux entraînements paramilitaires, mais constituaient aussi le point de ralliement des tueurs après leur hold-up. Oui, parce que c'est là donc on a retrouvé une de leurs voitures brûlées, c'est ça? Oui, bien sûr. Et puis il y a le canal. Et le canal est là, le canal est là à 2 km où on a trouvé les armes qui ont été Comment vous expliquez alors, jetées. cette concentration géographique là? On ne se l'explique pas. C'est un des mystères. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ça? On ne sait pas. Ça reste mystérieux. Encore un mystère dans cette affaire, quoi. Pas de plus. C'est pas le seul. On va voir vos photos? On va voir ça. Nous quittons ce qui semble être le triangle des Bermudes de cette affaire des tueurs fous du Brabant wallon. En route, André Rogue m'a confirmé qu'au début des années 80, lorsqu'il purgeait une peine de prison pour vol, on lui a promis l'impunité s'il acceptait de participer à un entraînement paramilitaire avec des gens d'extrême droite. Flairant un piège, il a refusé. Les photos, on peut savoir par quelles ont été prises? Mais par un groupe de paramilitaires belges, ce groupe dont on parle tout le temps lorsqu'il s'agit des tueurs du Brabant wallon, c'est-à-dire des groupes d'extrême droite, notamment celui dirigé par Francis Dossogne. Francis Dossogne qui est donc le dirigeant du Front de la Jeunesse, qui a créé au sein de la gendarmerie le groupe G, gendarmes d'extrême droite, et dans la PJ, d'autres groupes d'extrême droite,
Il dirige aussi des camps paramilitaires où on s'entraîne avec des armes à feu, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, Francis Dossogne, le chef du parti nazi belge, c'est celui-là. Treillis militaire. Treillis militaire, des armes, qui ne sont pas des armes de sport, comme vous pouvez le constater. Moi, ce qui me frappe, c'est que si vous regardez Delperdange, c'est le géant de la bande, c'est celui qui est là. Une des spécialités de Delperdange, c'était l'organisation d'orgies. D'orgies, au cours desquelles on filmait les participants. Et un matin, très tôt, à l'issue d'une de ces orgies, sa femme l'a tué. Elle a été arrêtée quelques heures, elle a à peine été interrogée, et on l'a relâchée. Et son procès n'a jamais eu lieu. Quelle preuve pouvez-vous apporter que ces gens-là qui sont en photo sont liés au tueur fou du Brabant? C'est quelqu'un de ce milieu qui m'apporte ces photos et qui me certifie que c'est là qu'il faut chercher. Et qu'est-ce que je fais? Je cherche. Et quand je cherche, je fais des comparaisons. Alors, vous voyez, vous la faites vous-même. Voilà les portraits robots des tueurs du Brabant wallon tels qu'ils ont pu être reconstitués après un très long travail, comparé avec Delperdange. Le géant. Le géant. Le géant. Alors, attendez, le géant. Alors d'après vous, c'est sur quel portrait robot? À mon avis, c'est là. C'est là et on l'a ici, c'est ça? Et vous l'avez là. On l'a ici et on l'a ici. Vous l'avez là, mais vous l'avez aussi avec lunettes. Hein. Là, vous voyez, il a des lunettes. Vous l'avez ici également avec les lunettes. Bon, il y a au moins de quoi être surpris. Hein. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en fasse rien. Vous avez des noms? Bien sûr. De gens qui sont vraisemblablement des tueurs du Brabant. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a rien qui me permet de dire qu'ils ont participé activement. Je sais qu'ils étaient dans cette sphère-là. Extrême droite, entraînement paramilitaire. Je ne peux pas aller plus loin. Je n'ai assisté à aucune des tueries, je n'ai reconnu aucun tueur. Je ne peux pas dire qu'ils étaient là. Et vous pensez que tous ces gars-là, on les retrouvera un jour? On ne les cherche pas. Troublante, cette ressemblance avec le portrait robot établi par les enquêteurs. Cet homme, aussi à l'aise avec un fusil à pompe qu'en smoking, serait-il le géant des tueries du Brabant décrit par de nombreux témoins? Un homme entraîné qui, au cours des attaques, fait preuve d'un sang-froid étonnant et tue comme par plaisir. Parmi les témoins qui l'ont vu de près, il y a d'abord cette femme d'Alost. Je veux lui montrer ses photos. Oui, j'ai pas pu vous rappeler hier, pardonnez-moi. Non, mais de toute façon, je ne veux pas le faire, vous savez. Non, Mais vraiment, vous voulez pas que je vous montre les photos que j'ai? Non. Non, parce que je pense que c'est une... S'il y avait vraiment quelque chose de valable, c'est pas vous qui les auriez, ces photos-là, hein? Pourquoi pas? Non, je suis pas d'accord avec vous. Non, parce que nous, on a des enquêteurs spéciaux ici, à la cellule de Jumet. Oui, mais je crois que... Ils sont au courant de ces photos-là, non? J'en sais rien parce qu'ils les ont montrées à personne. Alors, s'ils les ont, en tout cas, s'ils ont ces photos, ils ne les ont montrées à personne. Oui, mais non, monsieur. Écoutez, ça passe pas une année, hein, monsieur, depuis 85, qu'on nous en parle. Donc, et ça sert à rien. C'est ça. Si on savait que ce qu'on a fait, ou ce qu'on peut dire, ou ce qu'on a vu, peut faire avancer quoi que ce soit, on l'a espéré pendant des années, mais non. Vous savez, j'étais la dernière fois en 99, au mois de juin, pour les résultats de l'enquête. Ils ont rien. Ils ont un mégot de cigarettes, c'est tout, rien d'autre. C'est pas grand-chose. Hein. Alors, de toute façon, c'était pas pour l'argent. C'était pour déstabiliser. Ça, tout le monde le sait. Ouais. Ils en avaient rien à foutre qu'il y avait 20 000 ou 50 000 ou... Ils sont venus pour faire peur, c'est tout. Hein. Et on ne saura jamais, vous savez. Jamais. Jamais. C'est trop tard. Ouais. Tout s'étouffe en haut, c'est trop tard. Hein. Rien que d'en parler, je suis trempé. Vous comprenez, je suis agité, quoi. Oui, Et maintenant, depuis que vous nous téléphonez, on en parle tout le temps et ça nous retourne tout le temps, quoi. Bon, apaisez-vous, hein. Je vous rappellerai plus. Merci. D'accord, allez, au revoir. Deuxième tentative auprès de Bozidar Jourovski, l'adolescent que son père a sauvé en se couchant sur lui dans l'estafette rouge lors de l'attaque du supermarché Deleuze de Braine-l'Alleud. Est-ce que cet homme, par exemple, vous dit quelque chose? J'ai photographié ici aussi. Alors là, il est en civil, si je peux dire. Là, il est en paramilitaire. Hein, et il a des lunettes carrées. Alors c'est... Bon, ça ressemble, mais peut-être que c'est pas l'homme que vous avez vu, hein, mais ça ressemble
au portrait robot qui a été établi du géant avec les lunettes carrées. Non, parce qu'il avait un... Comme il faisait assez sombre, mais c'était un regard assez comme perçant, assez noir, profond, je sais pas comment exprimer, dur comme ça. Il n'avait pas de lunettes? Il n'avait pas de lunettes. Pour moi, il n'avait pas de lunettes. Non, non. Pas de lunettes du tout. Je veux pas, vous savez, si j'étais vraiment sûr que c'était lui, je vous dirais oui, je suis sûr, mais je suis pas sûr, je ne peux pas accuser quelqu'un sans... Et vous avez l'impression que l'enquête continue et qu'elle continue dans le bon sens, ou petit à petit elle va se perdre dans les méandres? S'il voudrait vraiment, je pense qu'on aurait déjà trouvé les tueurs, les coupables depuis longtemps. 15 ans après? Ouais. C'est long. C'est fort long. Je vous remercie. De rien. Autre témoin privilégié, Frédéric Delbracine. C'était lui, l'enfant otage de l'attaque du supermarché Deleuze de Braine-l'Alleud. Aujourd'hui, il travaille pour le groupe Deleuze et habite toujours à quelques centaines de mètres du supermarché. Vous êtes tout près de chez vous, là, hein? Oui. Pas très loin. Ouais. Alors vous aviez quel âge alors quand tout ça s'est passé? J'avais 12 ans quand tout ça s'est passé. Ça date un petit peu quand même. Est-ce que votre géant ressemble à celui du portrait robot? Les portraits robots, pardon, pour moi sont familiers parce que justement on les voit encore et toujours dans les entrées des Deleuze. Je ne peux pas dire que le portrait robot qui est ici, c'est la personne que j'ai vue ce soir-là. Je vais vous proposer d'autres photos, là par exemple celle-ci, là dans cette photo de groupe avec des hommes en armes. Est-ce que éventuellement vous reconnaissez quelqu'un? Non, pas particulièrement. Honnêtement, non. Oui, il y a une stature, la taille de la personne. La taille du type du milieu, là. La type du milieu, là, qui a la... Et encore, oui, non, je peux dire oui. Mais honnêtement, je crois que côté épaule, il a les épaules qui tombent un petit peu comme ça. Je ne sais pas expliquer. Moi, il me semble que la personne que j'ai le souvenir était plus carré, il me paraissait plus costaud. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous faites ces photos, les enquêteurs vous les ont déjà montrées? Non, je crois pas que des hommes en armes, ils m'ont montré des hommes en armes. Mais des photos, oui, j'en ai vu pas mal. Non, celles-là, vous les avez pas vues? Non, celles-là, en tout cas, je les ai pas vues. Non. Et maintenant, quand vous repensez à tout ça, comment Mais c'est le stress. Maintenant, comme maintenant, bon, il y a 15 ans de ça, je vous en parle, je suis stressé, j'ai la bouche sèche, j'ai les mains qui sont moites. Tremble un petit peu, même à la limite, je vais dire. Mais c'est vrai que c'est un souvenir qui est très marquant et qui est blessant quelque part. Je vais dire, je me tracasse encore un petit peu tout ça ce soir. Je vais encore réfléchir à tout ça. Je vais voir si je me rappelle pas de quelque chose en particulier. Mais non, mais bon, moi, je crois que je suis un petit peu en recul par rapport aux gens qui ont été plus touchés par la disparition de quelqu'un dans ces histoires-là. Benoît Reuss est policier à Braine-l'Alleud. En septembre 1983, il a physiquement affronté les tueurs fous du Brabant wallon. Cette nuit-là, à Nivelles, les tueurs voulaient abattre des policiers. Monsieur Reuss? Oui, c'est moi qui vous ai téléphoné ce matin. Ah, c'est très bien. Oui. Est-ce qu'on peut bavarder un petit peu tranquillement? Oui, certainement. Nivelles, 18 septembre 83. Nouveau carnage perpétré avec une audace incroyable. En pleine nuit, les tueurs tentent de pénétrer dans un Colruyt. Ils exécutent un couple venu prendre de l'essence. Quelques minutes plus tard, une patrouille de gendarmerie les surprend. Au lieu de fuir, ils affrontent les gendarmes. Ils ont immédiatement fait feu sur les gendarmes. Un gendarme s'est écroulé. Ils l'ont, semble-t-il, achevé d'une balle en pleine tête. Cette nuit-là, les tueurs seront pris en chasse par une voiture de la police de Braine-l'Alleud. Avec sang-froid, les tueurs s'arrêtent, tirent sur le véhicule et blessent un policier. Il y a un homme qui est sorti de la voiture qui était arrêté, une Mercedes, de l'arrière gauche du véhicule. Il est sorti à un fusil à la main. Et immédiatement, c'était un fusil à pompe, il a pompé, il a commencé à tirer en avançant vers nous. En avançant vers vous? En avançant vers nous. J'ai pris la décision de foncer. Et j'ai foncé, effectivement, pas sur l'auteur, j'ai essayé de passer à côté de l'auteur. Et ce que je n'ai pas vu, c'est que du deuxième véhicule qui était à droite, le conducteur est sorti également avec un fusil.
Et celui de gauche m'a touché à la tête et celui-là de droite m'a touché à l'épaule. Il n'y avait pas 36 solutions, c'était visible, ils voulaient nous abattre. Hein. C'est un véritable guet-apens. C'est quasiment un guet-apens, style militaire ou commando, quelque chose comme ça. Quand on vous tire dessus, vous voyez le type qui vous tire dessus? Oui, ça c'est un flash, hein, parce que ça a été très très vite. Hein. C'est un très grand, environ 1,90 m. Il avait un léger bouc, donc une légère barbe, mais très soignée, et les cheveux crépus ou crôlés légèrement. Le portrait robot du géant, là, oui. Ça correspond un peu à ce que vous avez dit au psychiatre? L'aspect général, oui, mais le foulard, vous voyez bien, moi j'ai parlé d'une légère barbe, pardon, bien propre. Ici, avec le foulard, on ne le voit plus. Hein. C'est à peu près ça. Alors, monsieur, est-ce que je peux vous montrer une photographie, enfin des photographies, vous me direz ce que vous en pensez. Oui. Hein, voilà, regardez cet homme-là. Je ne peux pas préciser du visage exactement, mais l'aspect général... L'aspect général et du flash que moi j'en ai, avec une légère barbe bien soignée, ça pourrait bien être on voit l'ombre de la barbe d'ailleurs, là, ici. Ouais, là. ouais. Et alors, la photo du même homme, mais si je puis dire en civil. Non, là les cheveux, non, ça c'est trop exagéré. Non, je vous dis, c'était propre, et les cheveux également, hein, c'était coupé, c'était des boucles, mais pas longues. C'est bien porté, et ça faisait une continuation avec la barbe. Et ces photos, enfin, vous les avez déjà vues ou c'est la première fois? Non, ça ne me dit rien du tout, ça. J'en ai déjà vu quelques-unes, mais pas celle-là? Pas celle-là, non. Ce qui a frappé tous les témoins, c'est le professionnalisme des tueurs. Oui, vous avez raison, ils étaient entraînés, ils étaient vraiment déterminés. C'est-à-dire qu'ils voulaient tuer? Ah, ils voulaient d'abord tuer. Quant au butin, je pense qu'ils s'en moquaient. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire là exactement? Où trouve-t-on des gens parfaitement entraînés? Bah, je sais pas, dans l'armée par exemple. Dans l'armée et les forces de l'ordre. Et puis il faut noter que ces années-là, il existe dans la gendarmerie belge une structure clandestine, le groupe G. Le groupe G, qu'est-ce que c'est que ça? Une organisation de gendarmes d'extrême droite qui appartenaient tous à une armée d'élite. Ils faisaient partie de l'escadron d'intervention Diane. Un petit peu, si vous voulez, le pendant de notre GIGN. Ouais. Donc c'était une tentative d'infiltration de la gendarmerie? Tout à fait. Mais enfin, la gendarmerie n'en était pas à son coup d'essai. Il y avait eu d'autres tentatives d'infiltration? Oui, peu de temps avant notre histoire, justement, des tueurs du Brabant, les gendarmes ont été impliqués dans une affaire de trafic de drogue. Et les complicités remontaient vraiment très haut dans la hiérarchie. Mais c'est pas ça le plus important. Ces gendarmes, donc, qui étaient là pour réprimer le trafic de drogue... Ils étaient devenus des trafiquants à leur tour. Oui, tout à fait. Donc ces gendarmes avaient été entraînés par les agents fédéraux des stupes américains. Des Américains? Curieux, non? La nuit de la Saint-Sylvestre 1981, la caserne de la Légion mobile de gendarmerie à Bruxelles est investie par un commando apparemment très bien renseigné. Le commando pénètre dans ce garage précisément au 3e étage où sont entreposés les véhicules de groupe antiterroriste Diane. Le commando vole un lot de éclairs Hancock, une arme à l'époque rarissime dont il n'existe que 20 exemplaires, 10 en Allemagne et 10 en Belgique. Le plus naturellement du monde, ils ressortent par la grande porte. La sentinelle verra un véhicule de service rempli de gendarmes en uniforme. Version officielle, ce sont des gangsters déguisés. La gendarmerie, donc. Walter de Bock, journaliste au Morgan, quotidien flamand, a longuement enquêté sur les tueries du Brabant. C'est l'un des meilleurs journalistes d'investigation du pays. Il me conduit près de la caserne où ont été volées les armes du groupe Diane. Les anciens bâtiments de l'état-major de la gendarmerie. Et là, on va se mettre, En fait, aucune enquête interne sérieuse ne sera effectuée après ce cambriolage spectaculaire qui pourtant n'a pu être perpétré que par des gens qui connaissaient parfaitement les lieux. Ça, c'est l'entrée de l'ancienne caserne. Donc, la gendarmerie était le bastion du régime en Belgique pendant toute cette guerre froide. Elle avait la haute main sur des décisions éminemment politiques. Et les hommes politiques, à l'époque, n'osaient pas donner des ordres à la gendarmerie. C'était la gendarmerie qui donnait des ordres aux hommes politiques et aux ministres. Ici, on a entraîné des jeunes gendarmes aux techniques les plus meurtrières, les plus dangereuses. On leur a appris. On en a fait des tueurs, quoi. Oui. Les membres du groupe Diane, on leur a appris à exécuter des ordres, à ne jamais hésiter quand un officier donnait un ordre.
À votre avis, là, derrière ces murs ou ailleurs, mais enfin, est-ce qu'il y a encore des gendarmes en activité qui ont fait partie des équipes des tueurs fous du Brabant? On ne le sait pas parce que les auteurs sont inconnus. Enfin, Je ne peux donc certainement pas dire qu'il n'y en a plus. Certainement qu'il y a des gens qui en savent plus. Et qui le disent, à condition que ce ne soit pas filmé ou enregistré. Christian Amaury a été l'un de ces gendarmes du groupe Diane. Il ne veut pas parler. Puis, il hésite, enfin il accepte une rencontre, mais pas n'importe où. L'entretien doit avoir lieu dans un endroit anonyme. Une précision importante. Le gendarme Amaury a été suspecté d'être un des tueurs du Brabant, peut-être même le géant. Il y avait des gendarmes chez les tueurs? Peut-être. Vous pouvez pas m'en dire plus? Mais je ne tiens pas encore à nouveau à faire le devant des médias. Bon, je suis un ancien de l'escadron spécial d'intervention, c'est l'équivalent du GIGN en France. Donc ces gens sont considérés comme étant des gens qui sont un peu sans foi, sans loi, qui sont prêts à tout. Un peu. Et on trouvait que j'étais un peu un géant, comme ça. Bon, je fais 1m85 et le géant des surfaces faisait plus d'1m90. Mais on m'a répondu à l'époque que je pouvais mettre des talons hauts. Moi, avec des talons hauts. Puis j'étais un tireur d'élite. Donc j'avais tout ce qui correspondait à être le tueur. Au début de cette enquête, tout le monde voulait m'avoir dans son bureau pour m'entendre. Si bien qu'à l'époque, je n'avais pas d'heure de repos. La nuit, c'était la PJ de Nivelles qui venait. Le matin, c'était la BSR. Je dormais 4 heures par nuit. Et alors, de cette façon, j'avais une tête tout à fait affreuse. J'avais vraiment la gueule qui n'était pas possible. La gueule d'un tueur. Et l'infiltration de l'extrême droite à l'intérieur de la gendarmerie, c'est sérieux, ça? Tout à fait. Vous avez été mais témoin vous n'aurez jamais, par principe, par essence, vous n'aurez jamais un gendarme extrême gauche. Hein. Vous aurez toujours des gens de droite. Toujours des gens de droite. Pourquoi? Mais c'est la loi, c'est la justice, c'est le respect de l'ordre établi. Les années 80, 85 n'étaient pas une période très stabilisée. Les gens étaient incertains quant à l'évolution de la vie économique, à l'évolution de la justice, etc. Et je crois que là, des gens ont voulu profiter pour remettre un peu d'ordre. Un peu d'ordre. Enfin, bon, qui sont les manipulateurs? Je crois qu'ils sont à un niveau élevé, très élevé. Dans l'appareil d'État? Éventuellement dans l'appareil d'État. Mais je ne veux pas être trop précis parce que si je commence, vous savez, je suis certain que d'ici 15 jours ou après la parution de votre reportage, je suis certain qu'on va à nouveau m'interpeller, qu'on va monter encore un faux procès-verbal, enfin, à 4 ou 5, avec l'aide de 4 ou 5 verbalisateurs, 4 ou 5 collègues à l'adjudant Goffinon qui vont rédiger des faux procès-verbaux et me mettre au trou. La gendarmerie, décidément. Car si les gendarmes ont peut-être fait partie des tueurs fous du Brabant wallon, curieusement, c'étaient d'autres gendarmes qui étaient chargés d'enquêter. Bien, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Retour vers le journaliste du soir, René Aquin. Dites-moi, la première question, est-ce qu'on a vraiment un jour enquêté dans la gendarmerie? Il y a des gendarmes qui, en 83, enquêtaient sur la gendarmerie. C'était des sous-officiers de la région de Nivelles qui ont fait l'objet de procédures disciplinaires actionnées par le parquet de Nivelles à la demande de la gendarmerie et qui ont été écartés de l'enquête. Alors eux avaient des pistes, peut-être pas très concrètes, mais ils voulaient vérifier les choses sur les officiers de gendarmerie dont ils soupçonnaient que certains officiers avaient non pas participé directement aux tueries, mais savaient des choses. Et ils ont été virés? Ils ont été virés, tous les trois. L'un de ces hommes évincés de la gendarmerie s'appelle Gérard Billet. Lui non plus n'est guère enthousiaste à l'idée de me recevoir. Il a profondément été blessé par l'affaire. Il ne veut pas réveiller de mauvais souvenirs, à moins qu'il ne cache quelque chose. Lorsque je me présente chez lui, je ne sais pas encore s'il acceptera de me parler. Son premier contact avec les tueries du Brabant date du 30 septembre 1982. Les premières attaques sont effectuées en 1982 avec notamment le casse de l'armurerie de Caise à Wavre. Dans leur fuite,
les truands abattent un policier et blessent grièvement 2 gendarmes. Il y avait l'agent de police tué près de la camionnette. Et à l'intérieur, dans l'armerie, il y avait eu d'autres victimes. Et là, vous vous êtes rendu compte que vous aviez affaire à... Comment C'était pas dirais-je? n'importe qui. Pas n'importe qui. C'était quelqu'un de bien aguerri dans le métier des armes, calme et sûr de soi. Alors ça vous a fait penser à quoi, ça? À autre chose que les malfrats. Je crois que dans cette affaire, un de vos collègues gendarmes a dit j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi... Des collègues. Ça ne doit pas être facile d'enquêter sur ses collègues. Vos ennuis à vous ont commencé quand? Beaucoup plus tard. Dans quelles conditions? Principalement quand nous avons attaqué une piste plus politique. Politique, droite, gendarmerie. Vous voulez dire qu'il y avait une volonté que vous ne vous attachiez pas à poursuivre cette piste? À l'époque où nous nous occupions, un peu tout le monde, de la filière boraine, Cocu était venu dans nos locaux et nous l'interrogions. Cocu, c'était un type qui restait prostré. Il ne bougeait pas, il ne relevait pas la tête, il fallait beaucoup pour en tirer quelque chose. À un moment donné, mon collègue Balfroy l'a un peu fait sortir de ses gonds. Je ne sais plus comment, enfin peu importe. À ce moment-là, il a relevé la tête et il nous a dit « Vous êtes tout près de la vérité. Vous touchez la vérité, mais on vous empêchera bien vite de continuer. » Et je dois dire que c'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à nous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que Cocu, il était un peu mouillé alors, si je... Pour moi, Cocu était tout à fait mouillé. Enfin... Il savait des choses. Il savait des choses. Cette volonté de vous faire taire, hein, puisqu'on appelons les choses bien sûr. comme elles sont, à votre avis, elle était politique? J'ai été appelé à l'état-major de la gendarmerie par un colonel. Ce colonel s'est échiné de toutes les manières possibles et imaginables à me faire comprendre que je n'avais pas à m'immiscer dans des raisons d'État. Raison d'État. Raison d'État, c'est le terme qu'il a employé, raison d'État. Parce qu'on a dit qu'il y avait des gens d'extrême droite. Hein, dans oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Donc les tueurs du Brabant étaient peut-être aussi des gendarmes, d'anciens collègues à vous. Il se peut qu'il y en avait dedans, certainement. J'aurais tendance à vous dire oui, mais bon, je n'ai pas de preuves, personnellement. Et vous avez encore des documents de cette époque? Pas ici. Parce que vous avez peur qu'on puisse venir les chercher chez vous? Oui, il y a certaines choses que je ne tiens même pas à récupérer, quoi. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, vous n'êtes pas très rassuré. Vous ne seriez pas quelqu'un en danger? Non, je ne suis plus gendarme, je n'enquête plus. C'est fini. Est-ce qu'il y a des éléments, à votre connaissance, qui auraient permis d'identifier un ou deux? On parle à plusieurs reprises du genre qui boite. C'est le type qui a l'air très sûr de lui, qui marche, je dirais presque lentement, par rapport aux autres, tout à fait posément. Il a son arme, son rayot en général. Il avance en tirant aussi bien vers quelqu'un qui est armé. Or, par la suite, alors que j'étais déjà interdit d'enquête, j'ai eu une information concernant justement ce géant qui boite. J'ai demandé à pouvoir continuer pour justement vérifier tous ces éléments. Je dirais même que c'était facile de mettre un nom sur le géant qui boite. Bon, vous n'allez pas me le dire, mais vous le connaissez, ce nom? Le nom, je le connais, oui. Maintenant, j'ai oublié. Je le connaissais. Vous ne voulez pas le dire, quoi. Je ne me rappelle plus. Donc vous pensez que c'est un gendarme? Si la piste était exacte, ce que je crois, il s'agit probablement d'un gendarme. Comment remonter la piste? Une caissière du supermarché Deleuze d'Overheys serait susceptible d'apporter un témoignage essentiel. Y a quelqu'un? Malheureusement, elle est introuvable. Mais on me dit qu'elle s'est confiée à son frère et à personne d'autre. Dites-moi, je viens vous voir, c'est un peu délicat, mais j'ai vu votre nom dans les procès-verbaux au sujet de l'histoire des tueurs fous, vous savez? Les tueurs fous? Oui. Et vous avez bien une sœur qui était caissière? Ah oui, Ouais, oui, c'est à ça. Notre-Dame-au-Bois. Voilà, Oui. c'est ça, hein? Donc elle était caissière au moment des attaques. Elle était caissière et elle a manqué de tuer, mais seulement elle a eu son tablier qui a été brûlé comme ça.
parce qu'elle s'est lancée en dessous de la caisse. Et le type a tiré 2 fois à travers, et là, son casse-poussière brûlé ici. Si tire ça à côté, bah, elle est foutue, quoi. Et alors, il paraît, toujours, hein, d'après ce que... Il paraît qu'elle aurait reconnu quelqu'un. Ah, ça, je ne sais pas, c'était parce que chaque fois que moi j'en parlais, elle dit « Ah, c'est déjà bon, on ne parle plus de ça. » Voilà. Le type, il a voyagé, mais elle le regardait. Et c'est comme ça qu'elle l'a vu qu'il était monté sur le chasuble. Ah oui, c'est-à-dire qu'il avait des grandes semelles, Non, pour paraître plus grand, quoi. Un osier que c'était. Et il avait des grandes pantoufles comme ça. Donc c'était pour paraître plus grand qu'il n'était? Voilà, le grand, c'était ça. Le géant, celui qu'on a appelé le géant. Qu'on a dit, là, le géant, hein. Ouais. Eh ben, ça, c'était le type qui était monté sur le chasuble. Un osier. Comme des échasses, quoi. Comme... Des échasses, c'est ça, oui, des échasses. Ah ouais. Et c'était qui, alors? Je sais pas, elle n'a jamais dit. Elle n'a jamais dit? Jamais. Parce qu'il paraît, enfin moi on m'a laissé entendre que c'était peut-être un gendarme. Ah ça, elle ne l'a pas dit. Elle vous l'a pas dit? Mais elle l'a laissé sentir. Hein. Ah bon, elle l'a laissé sentir? Elle l'a laissé sentir que c'était un flic, quoi. Alors, est-ce qu'elle a dit ça aux flics? Enfin, aux enquêteurs? Ça, je n'en sais rien, moi. Hein. Ça, je n'en sais rien. Parce qu'on a manqué de l'écraser, hein. Attention, hein, au moins 50 fois, hein. Ah bon, elle a été menacée? Avec une grosse bagnole américaine, hein. On fonçait sur elle, hein. Une chance, mais à chaque... C'était un miracle, hein, ça. Elle a dit, chaque fois, il y avait un fond de porte comme ça. Et elle a été se mettre dans le fond de porte. Et la voiture, comme ça. Ah donc, on a essayé de la tuer, alors? Son mari, on a essayé de la tuer aussi devant sa maison. Qu'est-ce que vous croyez? Elle attendait dans la cabine de bus. Donc c'est bien qu'elle a reconnu un gendarme, alors, si on a essayé de la tuer. Enfin, elle a reconnu quelqu'un. C'est-à-dire, moi, à mon principe, les types qui ont fait ça, c'est pas des étrangers. Hein. Ça, il faut pas croire. Hein. C'est des types des alentours, là-bas. Moi, c'est mon impression. Parce que pour faire ce qu'ils ont fait, là, en Notre-Dame-au-Bois, c'est des types qui connaissaient les lieux. Hein. Comment on pourrait la retrouver, votre sœur, alors? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez pas de nouvelles d'elle? Non, je ne sais pas. Elle est venue ici il y a 3 semaines. J'ai enfin retrouvé la sœur, la caissière de Verhees. Mais acceptera-t-elle de parler? Bonjour madame, je voudrais parler à madame. C'est vous? Oui. C'est bien, écoutez, je suis désolé de vous déranger, surtout un samedi. C'est bien vous qui étiez caissière à Verhees? Oui. Pardonnez-moi, je prononce mal. Oui. Je voulais vous poser 2 ou 3 questions. Écoutez, je préfère ne pas en parler. Vous préférez? Non, je ne veux plus en parler. Ça, c'est fini pour moi. Et pourquoi vous... Non, c'est fini pour moi. Je n'ai pas encore passé le stade et je ne veux pas encore en parler. Il y a 15 ans, monsieur, et je souffre tous les jours. Oui. Et j'ai jamais eu d'appui de nulle part. J'ai toujours dû me débrouiller. Et pour moi, je veux faire une fois, je ne veux plus en parler. Oui. Et pourquoi? Parce que vous avez peur? Parce que... Point à la ligne. Il paraît que vous avez vu quelque chose. Point à la ligne, monsieur. Il paraît que vous avez reconnu quelqu'un. Point à la ligne, monsieur. Vous pouvez mettre le couteau sur la gorge. Eh bien, c'est encore mieux. Donc c'est vrai que vous avez reconnu quelqu'un, alors? Non, monsieur. Non? Je ne peux pas conclure. Je regrette, mais j'ai dit. Ouais. Mais on peut pas, je peux pas vous voir un autre jour, tranquillement? Non, je ne veux plus, je veux pas en parler, ça c'est fini. C'est fini pour moi, ça. D'ailleurs, je reviens de Paris, j'étais bien en paix, maintenant vous venez de jouer. Je ne veux pas, d'ailleurs, que Paris, comme ça, je suis tranquille. Non, mais je ne veux pas vous importuner, madame, pas... Non, d'ailleurs, je ne sais même pas qui vous êtes. Et si je vous montrais des photos? Non, monsieur, non. Hein? Non, monsieur, c'est inutile, je ne veux pas, non. Vous allez cacher... Allez, j'ai du monde, excusez-moi. La peur, encore une fois, une peur panique, comme si les tueurs rôdaient encore. Je suis persuadé que cette femme a vu quelque chose, a reconnu quelqu'un. Nouveau contact avec l'ex-gendarme Billet, je tiens à le mettre au courant. Peut-être sera-t-il plus bavard que lors de notre première rencontre.
Et à votre connaissance, alors, cette femme terrorisée, a-t-elle été entendue par les enquêteurs? Elle a été interrogée, comme toutes les autres caissières, après les faits, à Overijse, comme tout le monde. Mais elle a toujours dit qu'elle ne savait rien. Elle n'a jamais laissé entendre qu'elle avait reconnu qui que ce soit, ni qu'elle aurait le moindre indice. Elle l'a toujours tue. Donc elle a menti. Bah oui, on la comprend. On la comprend. Et ce gendarme, donc, qui aurait été reconnu par Madame V, caissière à Oui. Overijse, à votre connaissance, qu'est-ce qu'il est devenu, celui-là? À ma connaissance, il serait toujours gendarme. Il aurait été muté, probablement par sa volonté, de l'endroit de la brigade où il était à l'époque. Vous savez quelle brigade? Oui, bien sûr. Vous me le direz. Non. Non. Non, je risque d'outrepasser mes droits. Donc le secret va demeurer alors? Pour ce qui est gendarmerie, cette partie gendarmerie, oui, je n'ai pas le droit de vous en dire trop. Parce que ce serait vraiment donner le nom du gendarme. Ah oui, mais c'est peut-être le géant, ce gendarme. C'est le géant. C'est le géant. C'est le géant. Il y a donc plusieurs géants dans notre enquête. Un vrai, un faux. Ça ne colle pas. Il me revient alors une partie de mon entretien avec Rogue que j'avais mise de côté. Voyons. Pour essayer de résoudre un jour ce problème des tueurs du Brabant, il faudra se tenir compte qu'il y avait probablement plusieurs géants. Des vrais et des faux, si je puis dire. Non. Non? Non, ils étaient interchangeables. Et lorsque l'un commettait un délit, l'autre avait un alibi. C'est un classique, hein, dans les romans policiers. Il y a un roman comme ça qui s'appelle L'assassin au Vito 21. Bien sûr. Où vous avez plusieurs criminels complices. Alors quand l'un est en train de commettre un délit, l'autre a un alibi. Et on peut arrêter n'importe lequel des trois ou des quatre. C'est jamais valable parce qu'il y a toujours un alibi à fournir. Les géants interchangeables, il fallait y penser. Le gendarme que Gérard Billet a mis en cause aurait été marié à une caissière du supermarché Deleuze d'Overijse. Oui, je serais pas la madame s'il vous plaît. Une caissière qui, justement, ne travaillait pas le soir de l'attaque. Coïncidence, j'appelle une de ses anciennes collègues. Oui, madame. Oui. Oui, pardonnez-moi de vous importuner, je voudrais simplement un renseignement. Là, je participe à une enquête et je voulais savoir si, au milieu des années 80, il y avait une caissière du Deleuze qui était mariée à un gendarme. Dans les années 80. Oui. Pourquoi ça, monsieur? C'est parce que je vous dis, je suis journaliste et je fais une enquête et on m'a donné ce renseignement et je voudrais savoir... Une enquête sur quoi? Sur tous les événements des années 80, vous savez, comme ils ont été dramatiques. Oui. Et simplement, je voudrais savoir, c'est ce simple renseignement. Je crois bien qu'il y avait une caissière, mais qui avait son mari qui était un gendarme, oui. Ah oui. Et elle ne travaille plus à Overijse, au Deleuze? Je suis plus certaine. Et le nom, vous l'auriez, non? Un instant, monsieur. Oui. Il faut vous adresser au Deleuze même. Oui. J'ai l'adjoint ici et nous autres, on dit rien de ça et... D'accord, d'accord. Ça va? Et vous pouvez me passer l'adjoint, non? Non, parce que ça sert à rien, il va rien vous dire non plus. Ah bon, d'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Hein. Oui, au revoir, monsieur. Voilà, au revoir, madame. Peut-on aller plus loin? Il est temps de confronter nos informations avec celles que détiennent les enquêteurs officiels, ceux qui, depuis plus de 10 ans, recherchent les tueurs fous. Messieurs Ruth et Voss appartiennent tous les deux à la gendarmerie. Nous avons eu une information selon laquelle une caissière à Overijse a reconnu quelqu'un. Oh, écoutez, là, dans l'ensemble des données, je ne vais pas m'avancer. Je préfère pas m'avancer. Personnellement... S'il a été victime des faits, c'est qu'elle a été entendue. Hein. Oui. Et si elle n'a pas été entendue et qu'elle a vu quelque chose, eh bien, il est de la responsabilité de cette femme de se manifester et de venir nous le dire. Parce que j'attends, et je vous dis, j'attends encore tous les jours la bonne information. Mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui savent encore pas mal de choses et qui ne l'ont pas dit. De peur ou de je ne sais pas quoi. Et si aujourd'hui elle est terrorisée, est-ce que ça ne montre pas qu'il y a peut-être quelque chose derrière? Il y a une collègue de Overijse qui a été abattue par les auteurs. Je ne parle même pas des gens qui ont été tués à l'extérieur. À l'extérieur, il y a quand même un enfant de 11 ans ou 9 ans qui est abattu. Alors, quelque part, détenir un élément aussi important, dans un dossier aussi important, je demande... Il aurait pu éviter à Lost. Oui.
Si elle On aurait tape pu dans le éviter Alost, comme dit mon collègue. Je me demande dans quel camp est véritablement le problème. Si c'est dans le camp des policiers qui ne trouvent pas, ou si c'est dans le camp des gens qui ont des informations et qui ne les donnent pas. Mais alors c'est beaucoup plus facile de dire, oui mais on sait quand même et on couvre, que d'aller vers un policier, une enquête, une cellule Brabant-Wallon, et aller dire et expliquer ce qu'on sait. C'est peut-être ça qui nous manque. L'homme qu'elle a reconnu était un gendarme. Oui, elle peut avoir... Mais ça, je ne vais pas prendre position parce que je ne maîtrise pas l'information. Je n'aimerais pas nourrir tous les gendarmes qui sont déjà cités dans ce dossier, monsieur. Autant de gendarmes, des policiers, des magistrats, des journalistes, tout bord. C'est pas parce qu'on est gendarme ou ex-gendarme maintenant que ça nous empêche de travailler sur les gendarmes. Mais j'ai travaillé sur des dizaines, des centaines de gendarmes, des centaines de policiers, des magistrats, des journalistes, je me répète. Enfin, si demain on vient me dire ce sont les Chinois, eh ben je vais écouter le monsieur qui vient me dire que ce sont des Chinois. Et je vais vérifier s'il y a effectivement il y a des éléments dans le dossier, monsieur. Parce que moi je ne les connais pas, les auteurs. Je ne les connais pas et je connais personne, ni ici à la cellule, ni ailleurs, qui connaît les auteurs. Autrement, je ne serais déjà plus ici, monsieur. Je peux vous montrer des photos? On peut regarder les photos. Vous avez déjà vu ces photos? J'ai déjà vu ces photos, oui. J'ai déjà vu ces photos. Et qu'est-ce que vous pensez du grand, là? Il ressemble quand même au portrait robot, celui-là. Hein? Oui, tout à fait. Mais rien ne dit qu'il n'a pas été désigné comme pouvant correspondre au portrait robot. Hein. Si quelqu'un est désigné comme pouvant correspondre, on va rechercher toutes les informations qui traitaient déjà de ce phénomène-là et on regroupe pour voir si on n'a rien oublié. Donc il est fort probable ou fort possible que ce personnage ait pu être désigné chez nous et qu'il fasse l'objet d'une prochaine investigation ou d'investigation. Faut pas en dire plus? Certainement pas. Parce qu'il ressemble un peu au géant, hein, quand même. Mais bon, le géant du portrait robot. Oui, mais voilà, il ressemble à un portrait robot. Donc il est légitime de penser qu'il doit être inclus dans les 1400 informations qui sont gérées. Enfin, personne ne vous a encore jamais dit, c'est lui, formellement. Non, là je vais vous dire, dans le cadre de l'exploitation des portraits robots, il a été déterminé, et je crois qu'on en a parlé dans les différents comptes rendus de l'enquête, qu'il y avait une trentaine, à peu près 40, entre 30 et 40 suspects qui avaient été véritablement mis en avant par les témoins. Ces 30 à 40, là, sont toujours suspects. Ils sont toujours suspects. Enfin, il y en a déjà qui ont été éliminés après enquête, et les autres continuent à être envisagés à l'heure actuelle. Parmi eux se trouvent peut-être alors des tueurs. C'est ce qu'on espère. Ça, c'est ce qu'on espère. Hors caméra, l'un des deux enquêteurs me confie que oui, l'homme au fusil à pompe fait bien partie des suspects. Le fusil à pompe, l'arme fétiche des tueurs du Brabant. La vérité, pourrait-elle se trouver chez les adeptes des clubs de tir? Walter de Bock a longtemps enquêté sur le sujet. Alors, Walter de Bock, là, c'est ces images de... Comment on appelle ça en anglais? Practical shooting, c'est ça? Oui. Tir pratique en français. Tir pratique en français. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un tir de combat, en fait, qui a été développé comme technique par un major de l'armée américaine après la guerre de Corée. De Corée, exactement. Et ce tir-là a été introduit en Europe, d'abord en Belgique. J'ai lu des manuels de Cooper et de certaines écoles qui se sont développées à travers Cooper. Eh bien, on voit clairement qu'il faut absolument entraîner pour avoir un tir instinctif, immédiat. C'est un réflexe. C'est pas une décision, c'est un réflexe. Donc tout ça, c'est extrêmement inquiétant. En démocratie, en principe, ça devrait être formellement interdit. Les tueurs du Brabant, vous pensez qu'ils auraient pu être des adeptes de ce tir instinctif? Il est clair que les tueurs, dans certaines des actions les plus importantes, les plus éclatantes, ils ont démontré qu'ils étaient d'un métier de tir pratique. Et ces clubs sont des viviers de tueurs du Brabant. Le centre de cet entraînement, c'était donc un terrain militaire à Bourg-Léopold, dans le nord de la Belgique, où s'entraînaient en même temps le week-end au tir pratique des officiers de réserve, des nervis d'extrême droite, des policiers honnêtes. Mais ça faisait un melting pot assez inquiétant, puisqu'on ne donnait pas la garantie que tout ça était dans le cadre de la loi. Une pratique de tir offensif, extrêmement redoutable et efficace, qui était
le modus operandi des tueurs aussi. Et cette coïncidence dans le temps, ça, c'est un fait inquiétant, c'est un début de signature. Francis Dossogne, ancien leader du parti d'extrême droite Le Front de la Jeunesse, a été condamné pour avoir constitué une milice privée. Or, il figure sur les photos que m'a communiquées André Rogue. J'ai eu du mal à le retrouver, mais, surprise, il accepte de me rencontrer à mon hôtel. Monsieur Dossogne. Bonjour. Enchanté. Tenez. Allez-y, je vous en Merci. prie. Est-ce que je vous demandais, d'abord, vous avez toujours des activités politiques? Non, non, non. Non? Non, non, ça c'est... C'est révolu? C'est révolu, oui, c'est Tenez. révolu. Ça fait une belle époque, mais le temps est lent, le temps a passé, et bon, finalement, oui. L'activisme politique, en tout cas, est terminé. Mais vous avez toujours les mêmes idées? Oh, oui, bien sûr. Oui, Ah oui, non, vous n'avez pas non, non, non. renoncé pour Non, autant non. à vos idées. Non, non, que du contraire. Oui. Monsieur Dossogne, est-ce que vous avez été, vous, un adepte du practical shooting, là, le tir instinctif Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je suis nul, absolument nul en tout ce qui est tir et arme à feu. Je ne suis pas... C'est pas du tout mon truc, ça. Je peux vous... J'ai quelques photos, là, je peux vous les montrer? Oui, bien sûr. Vous êtes sur la photo, là, non? Oui, je suis sur la photo, oui. Ah, ça, si oui. vous êtes où, là? Je suis là, oui. Ici, là? Alors, Oui, quand même, il y a des armes, là, hein, vous qui me dites que vous n'avez jamais... Oui, vous mais n'aimez c'était pas les armes à feu? C'était pas moi personnellement, effectivement. C'était un camp dans lequel il y avait eu des exercices de tir. Mais ça, c'était des camps, je dirais, des camps d'entraînement, des camps scouts. Les scouts, en général, ils n'ont pas de fusil à pompe, hein? Non, mais ça, c'était très... Ça se passait dans une propriété privée, ça s'est peut-être passé une fois, mais sinon, le tir n'avait pas lieu. Nous orientons nos militants qui voulaient faire du tir vers des clubs, justement, existants, de practical shooting ou d'autres. Donc, ceux qui ont voulu faire du tir sont allés s'inscrire dans des clubs qui avaient pignon sur rue. Enfin, quand on s'entraîne et quand on a une arme, c'est quand même pour... dans le but de s'en servir un jour, non? On espère que non. Non, mais enfin, bon... On espère que non, c'est pour se protéger. Le fait est qu'il y a des armes, là, il y en a plusieurs, hein? Oui, mais vous savez, moi j'ai possédé un fusil à pompe aussi. Moi, la possession d'un fusil à pompe, le mien est enregistré, il est bon. Ça fait 10 ans qu'ils cherchent en extrême droite. Je crois qu'ils savent presque vous dire à propos de tous les hommes et les femmes d'extrême droite, à peu près où ils mangent, quand ils mangent, où ils ont été aux toilettes, etc. Ils ont fait une enquête qui ne faisait pas possible sur les gens d'extrême droite. Ils n'ont rien trouvé. J'ai vu votre nom sur les dossiers, d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais ça certainement. Je crois qu'on y est tous, hein. Mais ils ont d'ailleurs sur moi un dossier phénoménal sur tout ce que j'ai fait pendant ces 10 dernières années. Et je crois que je n'ai rien à leur cacher. Je crois qu'ils en savent plus que moi, d'ailleurs. À la limite. Mais de toute façon, ils n'ont rien trouvé. Ça n'a rien donné. Ils n'ont rien dans leur dossier sur l'extrême droite. Vous, votre hypothèse, alors, par exemple, ce serait laquelle? Mon hypothèse, c'est d'abord que ces actions ont été faites par des services très spécialisés de l'État. Tout simplement. Pour ne pas citer de nom. Sûreté, SGR, les renseignements Mieux que ça, militaires. mieux que ça, oui. Oui. Ces gens disposent d'unités spécialisées. Mais ces gens-là ne parleront jamais, bien entendu. De vulgaires truands, de vulgaires militants d'extrême droite ou d'extrême gauche, n'importe quoi. De vulgaires Pékins, je veux dire, de façon générale. Un jour ou l'autre, ils parlent. Regardez cet homme, là, par exemple, vous connaissez? Oui, ça me... Monsieur Delperdange. Avec les années, évidemment. Il est mort, le brave, d'ailleurs. Comment il est mort? Oui, il a été assassiné par son épouse. Enfin, son épouse, sa compagne, pas son épouse, mais il y a quelques années de ça, oui. Et certaines personnes qui ont trouvé qu'il avait une ressemblance assez grande avec le portrait robot, vous savez, celui du géant, celui-là. Il y a une photo, on le voit en smoking, là, avec les mêmes lunettes, pratiquement, ça vous dit quelque chose, ça? Allez, je crois que c'est lui, là. Hein. Oui, c'est lui, effectivement, ça, oui. Oui, mais je vois mal M. Delperdange, mon vieil ami Delperdange, dans la tueur du Brabant Wallon, très honnêtement. Hein. Imaginons qu'il ait eu quelque chose à voir avec ces affaires. On peut toujours penser qu'il a peut-être été supprimé, non? Et qu'on s'est servi de sa femme pour le supprimer. Oui, peut-être. Mais je n'ai aucun élément, disons, permettant de le penser. Mais ce n'est pas, c'est une hypothèse qui n'est pas exclue, oui, effectivement. Je vous dis, il y a une chose qui est très curieuse, c'est que cette femme, cette compagne, en tout cas, est ressortie après 48 heures de détention. Franchement, si aujourd'hui l'enquête nous apprenait que Delperdange était le géant des tueries, ça vous surprendrait? Ah oui, absolument. Oui. Parce que Delperdange était ce qu'on appelle une grande gueule, mais était incapable de faire du mal à une mouche. Hein. Une grande gueule? Oui. Enfin, quand même, là, son fusil à pompe... C'est son côté, son côté mousquetaire, ça, mais il n'aurait jamais fait de mal à une mouche, Delperdange. Non, ça me surprendrait vraiment, oui. Très bien.
Curieusement, pendant que l'extrême droite s'entraîne et que le tueur du Brabant terrorise le pays, l'extrême gauche commet une série d'attentats très spectaculaires. Les cellules communistes combattantes qui s'affichent à l'extrême gauche vont commettre d'octobre 84 à décembre 85 une trentaine d'attentats à la bombe. L'un d'entre eux fera 2 morts. Il n'est plus question des tueurs du Brabant jusqu'en septembre 1985. L'extrême gauche a-t-elle été manipulée par les mêmes hommes qui commanditaient les tueurs du Brabant? Le leader des CCC, les cellules communistes combattantes, Pierre Carrette, est toujours en prison. Mais l'un de ses lieutenants, Bertrand Sassois, vient d'être libéré. Je lui propose une interview. Ce ne sera pas possible. On ne peut pas cautionner par notre présence les amalgames qui sont toujours faits entre nous et les histoires Écoutez, les histoires des tueurs du Brabant, vous comprenez? Dites-le moi devant une caméra. Non, non, le simple fait d'être là accrédite déjà quelque part cette thèse, vous voyez? Donc vous dites, nous n'avons jamais été manipulés par qui que ce soit. Non. Moi, en plus, quelque part, il y a un présupposé politique à cette thèse du complot qui serait pro-américain, qui voudrait que le gouvernement, tel qu'on l'avait en Belgique, était ou trop mou ou insuffisant et tout ça. Ce qui est du pur délire. S'il y a bien eu un gouvernement qui était atlantiste à mort, qui a fait toutes les volontés, les 4 volontés de l'OTAN, c'est bien le gouvernement belge. S'il y a bien un État qui a toujours léché le cul des Américains, c'est bien la Belgique. Écoutez, on a été faire la guerre du Golfe, ça n'avait pas de sens, cette histoire. Vous avez fait combien d'années de prison, vous? 15. 15. On a eu une menace d'extrême gauche, le spectre de la révolution, et de l'autre, le spectre du désordre, de l'extrême droite et du fascisme. Cet État a été assailli des 2 côtés, du point de vue politique des 2 extrêmes. Il faut quand même se rendre compte qu'au même moment, on voit aussi un groupement néo-nazi qui s'appelle Westland New Post, que personne ne connaît, qui émerge tout à coup et qui fait une opération de déstabilisation de la sûreté de l'État. Et qui va aussi voler des téléx top secrets à l'état-major de l'armée belge, des téléx de liaison avec l'OTAN. Il n'y a rien de plus sensible. C'était des jeunes gaillards qui, embrigadés par des anciens fascistes de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'était l'époque aussi où la Belgique semblait quelque chose comme le ventre mou dans le dispositif de l'OTAN en Europe. Donc il fallait le durcir. L'importance aussi, au-delà de la Belgique, de la présence de l'OTAN, de la Commission européenne. Le fait que les Russes étaient très présents au niveau de l'espionnage à Bruxelles. Tout ça irritait au plus haut point les Américains qui estimaient manifestement que les Belges ils ne faisaient pas ce qu'on attendait d'eux. Je crois que c'est clair qu'on a affaire ici à une puissance qui donne une leçon à un petit. La stratégie de l'attention, vous savez ce que c'est? Oui, on en a parlé en particulier à propos de l'Italie. Oui, l'Italie qui également dans les années 70-80 a subi en même temps les attentats très meurtriers de l'extrême droite et les exactions des Brigades Rouges. Ça n'était nullement un hasard, hein. Il fallait miner la démocratie italienne et surtout empêcher le Parti communiste de participer au gouvernement. Et vous pensez qu'en Belgique, on aurait pu assister au même phénomène, hein? En Belgique aussi, il existait un réseau Stay Behind. Stay Behind, qu'est-ce que c'est ça? Si je vous dis Gladio, c'est plus clair. Ah oui, Gladio, c'était les réseaux mis en place après la Deuxième Guerre mondiale en cas d'invasion soviétique. C'est ça, oui. Il y en avait dans toute l'Europe. Bien sûr, c'était les Américains qui se trouvaient derrière. Et ces réseaux Gladio ont mené dans certains pays de véritables actions de subversion, et en infiltrant en particulier les services secrets. Alors soyons clairs, vous pensez que les Américains auraient pu manipuler les tueurs du Brabant? Ça ne m'étonnerait pas outre mesure. Et puis je suis certain que les magistrats belges en sont eux aussi convaincus, mais enfin bien sûr, ils ne vous le diront pas. Même hors caméra? Essayez. Mais pourquoi les Américains ont fait tout ça? Mais avec l'arrivée de Reagan au pouvoir, on a assisté à un véritable retour de la guerre froide. Il était donc tentant de durcir les positions occidentales. Et puis la Belgique, il faut le rappeler, était le siège de l'OTAN. Oui, si on cherche à qui profite le crime, que constate-t-on? La sûreté, c'est-à-dire le contre-espionnage belge coupable de s'intéresser de trop près à la pénétration américaine en Belgique a été déstabilisé et son directeur a été viré. Et d'autre part, les forces de sécurité accusées d'impuissance ont été dotées, justement après les tueries du Brabant, de moyens exceptionnels. Oui, ça me paraît quand même incroyable. Ah oui. Alors expliquez-moi pourquoi. Personne n'a jamais parlé, personne. Les rares qui savent dans les hautes sphères de l'État ou des services secrets se tairont toujours. Quant aux autres, les exécuteurs,
Il m'étonnerait bien qu'il soit encore vivant. Le sang asséché depuis longtemps, pas l'inquiétude. Comme si la Belgique se demandait toujours ce qui lui est arrivé au beau milieu des années 80. Alors comment ne pas s'interroger sur l'utilité du travail des deux magistrats qui s'obstinent à chercher malgré tout, malgré les années, malgré la chape de plomb qui continue à peser sur ces tueries. Tous les secrets sont entre les mains de monsieur le greffier, effectivement. Ouais. Et est-ce que vous pensez que la vérité se trouve peut-être dans ces dossiers? Probablement que la vérité s'y trouve, ou en tout cas une partie de la solution doit certainement s'y trouver. Et ça représente alors combien de pages Ça doit représenter entre 350 000 et 400 000 pages, le dossier principal qui est contenu dans ces armoires. Oui, c'est énorme. Il y a donc un classement qui a été fait par fait d'une part, et axe de recherche par axe de recherche. Et grâce maintenant à l'informatisation, puisque nous avons mis le dossier sur support informatique, il est donc entièrement scanné, ce qui nous facilite grandement les recherches. Tant que nous aurons un espoir raisonnable, que nous estimerons raisonnable, de poursuivre cette enquête, nous le ferons. Donc vous l'estimez encore raisonnable? Absolument. Donc c'est une sorte de course contre la montre que vous menez là. Par rapport à la prescription, oui, puisqu'aussi bien, comme vous le savez, la prescription sera acquise en 2005, ce qui signifie dans notre système qu'en 2005, si on n'a pas trouvé, on nous priera de mettre la clé sous le paillasson. Et un des combats que nous menons, et nous ne sommes pas les seuls, nous plaidons avec force pour l'imprescriptibilité des crimes de sang en général et des tueries du Brabant en particulier. Pourquoi? Pas que nous voulions passer notre vie à chercher des tueurs, mais parce que nous considérons qu'il n'est inacceptable qu'on puisse dire, même après 20 ans, messieurs, on ne cherche plus, messieurs les tueurs, vous pouvez faire des conférences de presse si vous avez envie, on ne peut plus vous toucher, vous êtes devenus intouchables. C'est une chose qui est tout à fait inacceptable. Est-ce que vous agissez vraiment en toute liberté? Nous n'avons jamais eu, et ça fait quand même des années que nous travaillons dans cette enquête, jamais eu le moindre frein de quelque nature que ce soit, aussi bien sur le plan des moyens que sur le plan de l'accès à un certain nombre de dossiers. Nous avons demandé accès à des dossiers de services secrets, par exemple, pour citer un exemple. Nous avons eu ce que nous demandons. On a entendu dire que certains gendarmes avaient été mêlés à ces tueries. Est-ce que vous avez eu tous les moyens pour enquêter au sein de la gendarmerie? Rien ne permet de croire qu'une institution en tant que telle est concernée directement par les faits. C'est exclu. Maintenant, il n'est évidemment pas exclu, puisque de toute façon nous ne connaissons pas la vérité, qu'un ancien membre d'un de ces services-là soit impliqué, qu'il y ait un dérapage, c'est possible. Mais l'institution en tant que telle n'est pas en cause. Nous n'avons en tout cas rien qui permette de croire... Vous n'ignorez pas que beaucoup de gens pensent que les Américains ont été mêlés à ces affaires. Et vous, quel est votre sentiment? Nous n'avons pas de sentiment. Il n'y a strictement rien, sauf l'imagination de certains qui ont peut-être raison. C'est peut-être ça la réalité, je n'en sais strictement, je ne la connais pas la vérité. Mais il n'y a strictement rien qui nous permette de croire que la CIA, par exemple, si vous y faites allusion, soit derrière nos faits. C'est de la pure fiction. Il y a un mot qui revient sans arrêt, c'est manipulation. Il y a probablement eu des manipulations de personnes mal intentionnées, ou peut-être bien intentionnées pour empêcher de découvrir la vérité, mais nous n'avons pas pu faire la distinction entre les bonnes informations et celles qui constituaient une manipulation proprement dite de l'enquête. Et vous-même, vous pensez avoir été manipulé? Vraisemblablement. Dans le cadre de l'enquête, lorsque l'on nous a donné certaines pistes, peut-être bien que c'était pour égarer et concentrer les efforts sur l'une plutôt qu'une autre. Donc vous pensez qu'on a vraiment envie que vous aboutissiez? Nous, en tout cas, très certainement. Les victimes également. Il y a un sénateur en Belgique, Roger Lallemand, qui était président de la commission parlementaire d'enquête, qui disait un jour au Parlement, du haut du perchoir, nous avons eu 29 assassinats, 60 blessés, ça a duré 3 ans, on a mis toutes les forces de police derrière cette enquête, et finalement, disait-il, d'une manière un peu imagée et triste, nos enquêteurs sont retombés sur leurs propres traces.